Accord, désaccord avec Guillaume Durand. D'abord, une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont fidèles à Radio Classique tous les matins, et j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux. Nous allons être diffusés entièrement sur Paris Première entre 8h et 9h. Donc, non seulement, bien évidemment, les interviews politiques, mais également votre présence, mon cher Philippe Tesson, et la vôtre, Maurice Zafran. Et là où nous allons innover, c'est que d'habitude, je vous attends avec ma petite surprise, bien évidemment, dans ma conscience qui essaye d'être réveillée tous les matins, en vous imposant les sujets. Et bien maintenant, ce matin, on va faire différent. Tesson, si vous êtes face à un petit déjeuner intelligent, celui de Radio Classique, quelle est votre colère ou votre interrogation de ce matin? C'est vous qui dirigez. Prenez pas votre café. Là, c'est une colle, hein. Je dirige. Là, ça fait 5 ans que vous voulez que je vous fasse une imitation à la Canteloup? Non, pas du tout. J'aimerais bien que vous nous expliquiez. Non, mais écoutez-moi 2 secondes. Je vous souhaite la meilleure journée possible. Non. Allez, dites-moi. Non, mais sérieusement. Oui. Il faut bien justifier votre présence. C'est moi qui la justifie tous les matins avec mon air de bienheureux. Maintenant, essayez de justifier votre présence. Est-ce que vous travaillez un peu les sujets avant de commencer l'émission? Totalement. Ou bien vous êtes pris par surprise par l'actualité? Alors, allons-y. Ce matin... vous voyez l'embarras. Non, je parle très volontiers. Les agriculteurs l'omniprésence de Valls. Si j'avais la liberté de choix des sujets, je crois que ce qui est le plus important ce matin, c'est l'Europe. Figurez-vous. C'est l'histoire de la Grande-Bretagne. Je ne vais pas travailler le sujet de telle façon que je puisse diriger intelligemment un débat, mais enfin, c'est le sujet qui m'intéresse ce matin. J'aimerais qu'à ma place, devant ce micro, vienne un expert, quelqu'un qui m'expliquerait d'une manière assez avisée, enfin en connaissance de cause, qui ouvrirait le sujet de la participation anglaise britannique, le problème qui va se poser dans quelques mois à l'Europe, les différentes hypothèses, pourquoi les choses. Une sorte de bourlange, quoi. Un bourlange. Je crois que c'est un sujet beaucoup plus intéressant que... Qui implique en plus l'agriculture aussi. C'est ça renvoie au problème agricole français, ça renvoie à la stratégie, ça renvoie aussi à la politique, ça renvoie au Proche-Orient, voilà. Alors vous voulez qu'on fasse... Vous connaissez, Philippe, le diagnostic, puis on va prendre quelqu'un qui connaît bien l'Europe, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Son diagnostic dans l'état actuel, c'est que l'élargissement a été tel que maintenant il n'y a plus de direction de l'Europe. C'est le fond du problème. Et qu'il n'y a plus de point de vue et qu'il faut maintenant réinstaller d'une manière institutionnelle une sorte d'Europe à 2 vitesses. À plusieurs vitesses, voilà. C'est là un sujet fort, un sujet qui m'intéresserait aujourd'hui. Philippe a d'autant plus raison, c'est un sujet absolument fondamental qui a un changement absolument majeur. C'est qu'aujourd'hui, et on peut le regretter, les peuples sont devenus très anti-européens. La majorité des peuples d'Europe considèrent que cette Europe contribue à faire leur vrai malheur. Donc, c'est une situation radicalement nouvelle. Il y a 60 ans qui, tout d'un coup, viennent de basculer et on entre dans une autre logique. Et pour les responsables politiques de gauche, de droite, pro-européens, anti-européens, ça change absolument tout. Et c'est effectivement le très grand dossier. Il y a une chose que j'ai entendue ce matin par rapport justement à la crise agricole, qui est évidemment assez étonnante et en même temps très douloureuse. On entendait un agriculteur dire au fond, avec notamment les maraîchers, ils disent au fond, avec les attentats, plus personne ne consomme, il se trouve, de fruits. Avec le réchauffement climatique, le basculement classique des saisons qui amène des fruits par trimestre différents sur les marchés a été bouleversé. Donc, il demande que l'État garantisse les prix. Mais est-ce que l'État peut garantir les prix en fonction des saisons? C'est-à-dire, est-ce que l'État peut se substituer à la nature, peut se substituer à l'Europe, peut se substituer aux saisons et peut se substituer à la mondialisation? Ce ne sont pas les saisons qui sont en cause. Lui, il disait... Non, pas du tout, c'est l'autorité nationale, c'est la souveraineté nationale. Le gouvernement français ne peut pas garantir les prix. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le problème de l'agriculture, parce que l'Europe l'en empêche. En ce sens, c'est vrai que sur le fond, sur le principe, etc., peut-être n'a-t-elle pas raison, Marine Le Pen, mais par rapport à ce qu'on appelle le vécu des gens, pas seulement le ressenti, mais le vécu des gens, elle a complètement raison. Il faut absolument en finir avec ça, c'est-à-dire avec l'obsession normative, les normes. Les normes, c'est-à-dire l'autorité nécessaire aux gouvernements nationaux pour faire des dérogations à une politique normative. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe met les agriculteurs en grande difficulté. Mais bien sûr. Et la loi française. Elle les a, cette même Europe les a
sauvé, protégé, aidé pendant des décennies. Et le système vient de se retourner. C'est ça qui est extraordinaire. Bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que le pragmatisme? Qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence d'une politique qui varie. Il y a des variables d'ajustement. Là, c'est plus qu'une variation. Là, c'est un retournement complet. Nous sommes d'accord, mais il est temps de retourner le retournement. Voilà. Question un petit peu provocante à vous deux. Si on prend par exemple, par comparaison, la mondialisation dans les années 80 et la sidérurgie. La sidérurgie, en tout cas une partie de la sidérurgie, a disparu parce qu'on est dans le schumpeterien, comme dirait Luc Ferry, c'est-à-dire qu'on crée des emplois, puis tout d'un coup, il y en a qui sont détruits par l'évolution de l'économie. Est-ce qu'on peut, Maurice, on va commencer par vous et Philippe Rémois, est-ce qu'on peut soutenir artificiellement par une politique d'État des entreprises agricoles qui sont définitivement, je pense à souvent de petits agriculteurs, mais qui sont la douleur absolue, mais qui sont condamnés par le marché et la mondialisation? Oui, on le fera, et tout pouvoir politique sera contraint de le faire, parce qu'on se souvient du choc immense qu'a été la disparition de la sidérurgie, la disparition de pans entiers de l'agriculture dans ce pays, avec son histoire, avec son rapport avec les paysans, avec ce lien extraordinaire entre la France, ses paysans, sa terre, mais ça serait plus qu'un drame national. Donc c'est impossible. Donc l'État doit faire. L'État va faire forcément. Déjà ce matin, avec cette annonce de 7 points de moins pour les charges sociales, c'est quand même pas n'importe quoi. Oui, mais attends. Mais c'est très tard, on est d'accord. Le problème n'est pas seulement. C'est pas ça qui va régler le problème. Ça ne règle rien. Bon. Mais simplement, faire cette annonce, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est une annonce de 7 points. Ça veut dire que même ce pouvoir-là est en train de comprendre que là, c'est très grave. Je voudrais qu'on écoute dans le zapping de ce matin sur France Inter, José Bové qui parle justement de la crise agricole et les offres du gouvernement. C'est une fois de plus une petite avancée, mais à très très court terme, parce que ça règle pas le problème au fond. Donc en réalité, c'est reculer pour mieux sauter. Propos de José Bové qu'on écoute ce matin dans le contexte effectivement de la crise agricole sur Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll connaît les dossiers agricoles, mais je dirais qu'aujourd'hui il est pieds et poings liés parce que on ne lui donne pas les moyens d'attaquer sur la question agricole. Donc à lui d'assumer et à faire un rapport de force avec le Premier ministre et dire à François Hollande, on peut pas sacrifier comme ça l'agriculture. Et un Bové qui annonce qu'il va boycotter le salon de l'agriculture. Moi, j'irai pas au salon de l'agriculture cette année. C'est indécent. On peut pas avoir des gens qui se suicident. On a plus de 600 suicides en agriculture en France tous les ans. Et on va faire une vitrine sur les suppôts robots de traite, sur les nouvelles machines. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, on se fiche des paysans. Voilà, comme on n'écoute jamais José Bové dans ce zapping, on va terminer par une sorte d'intégrale Bové ce matin. Et écoutez bien ce qu'il dit d'Europe Écologie Les Verts. Je comprends pas du tout comment il fonctionne. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas tellement la défense au quotidien de l'écologie qui l'emporte, plutôt les batailles d'ego, les batailles d'appareils. C'est vrai que quand je regarde les mails qui arrivent, on a l'impression un peu d'une maison de fous. Une maison de fous, dit Bové. Oui, je peux ajouter quelque chose. Puisque vous m'avez donné l'autorité nécessaire à diriger ce débat, il y a un autre sujet dont, à votre place, j'aurais parlé dès le début de l'émission. Ah bah non, c'est vous qui dirigez. Oui, c'est évidemment. Enfin, si vous l'aviez dirigé, je ne sais pas si vous l'auriez fait, mais vous auriez dû le faire. C'est Notre-Dame-des-Landes. C'est quand même, alors j'y pense à propos de Bové, de ce que dit Bové, de Cosse, etc. C'est quand même scandaleux, l'histoire de Notre-Dame. C'est scandaleux. Vous avez entendu Retailleau tout à l'heure. Il a été très bien. Il a dit qu'il y a eu des dizaines de décisions de justice qui ont validé la construction de l'aéroport. Mais cet aéroport, il a dit des choses très intéressantes, ce petit. D'ailleurs, il est très très bien Retailleau. On parle peut-être pas suffisamment de lui, mais il a eu un lien avec un moment, avec une droite un peu radicale. Alors, moyennant quoi, il est complètement diabolisé. Il est président des Républicains au Sénat. Non, il est diabolisé par la presse. Il est diabolisé par la presse. Tout le monde, la presse de gauche, y compris, dit du bien de lui, que c'est un excellent président de groupe, ce qui est le cas. Je suis content que Maurice se rachète dans le cas. Il a eu un passage effectivement avec Philippe de Villiers. Il a rompu depuis bien longtemps avec Villiers. Il est aujourd'hui supporter de Fillon. Il a rompu avec Villiers, mais c'est comme ça. Vous parlez, mais c'est extraordinaire. Une contestation, il a rompu avec Villiers. Tu parles comme un c'est pas un péché. Mais c'est pas un péché d'avoir rompu avec Philippe de Villiers. Tu mets ça à son crédit. C'était
donc un péché. Je mets pas ça à son crédit, j'explique aux auditeurs qu'il a rompu avec Villiers. Mais pas Point. engueuler avec Maurice, qui donne de plus en plus de gages de raison, d'intelligence. C'est vous bizarre. battez à propos d'un personnage qui, a priori, ne suscite pas des passions extraordinaires. Non, mais il a tout dit le monde dit du bien en plus. Bon, il a dit des choses très bien. Alors, n'est-ce pas, Notre-Dame-des-Landes est un vrai problème. Notre-Dame-des-Landes est une caricature. C'est pas l'actualité de ce matin, mon cher Philippe. C'est l'actualité d'il y a une semaine, Notre-Dame-des-Landes. Mais tout ce que tu dis est juste, mais c'est l'actualité de la semaine dernière. Non, mais je peux prendre un peu de distance, un peu de recul, comme tu devrais faire d'ailleurs, mais tes emballements t'empêchent de voir clair. Mais moi, j'ai une certaine sagesse. Je prends quelques jours de recul, une distance, je réfléchis profondément, et je dis que Notre-Dame-des-Landes restera dans l'histoire la caricature, l'exemple de la lâcheté, de la décision, et non seulement ça, de l'impéritie criminelle de François Hollande. Il monte tout seul. Mais oui, c'est ça. La télévision n'est pas encore là, Philippe. Un point pour compléter la question de Guillaume. L'actualité plus simplement politique ce matin, c'est quand même un sondage Elab BFM qui dit le contraire des médias, dans le fond. C'est ça qui est intéressant. Il demande à BFM, ce sondage demande qui serait le bon candidat de la gauche pour l'élection présidentielle, ce qui est une vraie question. Ce n'est pas Hollande, ça c'est clair. Les électeurs de gauche ne veulent plus de François Hollande. Très bien. Bon. Les médias nous tous pensent que le bon candidat, c'est Macron. Que Valls, depuis quelques mois, c'est beaucoup plus difficile pour lui, etc. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Macron est le préféré quand les électeurs de droite se prononcent. Mais quand les électeurs de gauche se prononcent, et c'est ça qui est intéressant, en l'occurrence, pour les électeurs de gauche, c'est le Premier ministre qui est très largement en tête. Donc il y a une vraie déconnexion entre l'image actuelle de Valls dans les médias, qui n'est pas bonne, tous médias confondus, et chez les électeurs de gauche, où elle reste plutôt bonne. Et ça, c'est intéressant, je trouve aussi. Pour faire plaisir à Philippe Tesson, nous sommes ici des habitués. On est là pour faire plaisir à Philippe Tesson. Bien sûr, nous sommes évidemment les habitués du sous-texte. On voit bien que l'hyperactivité de Valls, qui part en Afrique, sur le terrain du Mali, qui vient qui tentait de régler la crise des agriculteurs, qui soutient M. Khomri contre Macron, justement sur la modernisation de l'économie, il est en campagne électorale, Manuel Valls. Et la raison pour laquelle la presse l'a critiqué quand il allait chez Ruquier, la presse n'a pas compris qu'il n'allait pas chez Ruquier pour faire une émission de plus, ce qu'on lui reproche souvent, mais parce qu'il est en campagne électorale, parce qu'il a peut-être déjà intégré que Hollande ne pourra pas y aller, qu'il a peur de Macron et qu'il faut taper Macron sur le terrain de Macron. Oui, mais l'image de Valls, c'est très curieux, elle est confondue, elle sera de fait confondue, ou inconsciemment. Donc vous considérez qu'il s'est fillonisé. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Pourquoi Fillon reste-t-il si bas dans les sondages, alors que son programme est cohérent, qu'il est réfléchi? Moi, personnellement, je le trouve excellent. Mais pourquoi reste-t-il à quelques pourcents? Tout simplement parce que son image est confondue avec celle de Sarkozy. Donc vous considérez que Valls, c'est la même allée. Oui. Celle qui mène au cimetière politique. Mais oui, malgré lui, si je puis dire. C'est le roi avec son double visage et son double état. Il y a Valls en tant que tel, et puis il y a Valls, doublure, par le fait des circonstances, doublure de François Hollande. Philippe peut avoir raison sur ce coup-là. Peut-être que tout candidat de gauche, Valls ou un autre. Mais bien sûr. C'est ça le vrai problème de la gauche aujourd'hui, c'est que peut-être tout candidat de gauche sera cramé par les 5 ans qui viennent de se passer. C'est possible. Il est évident que depuis quelques jours, il commence à y avoir quelques papiers dans Le Monde, dans Libé, dans le Figaro même, qui expliquent que chez les Hollandais, on commence à se dire que Hollande pourrait ne pas y aller, etc. Donc bien entendu, que Valls se met en place pour être celui qui irait, mais peut-être effectivement que le système veut que tout candidat ne puisse pas être élu. C'est possible. C'est possible. J'ai une dernière question qui remonte justement à des entretiens qui étaient des informations qui étaient dans le Figaro hier, qui annonçaient donc que la jeune femme qui préside cette émission magnifique qui s'appelle L'amour est dans le pré allait faire les émissions politiques sur M6. Pourquoi pas d'ailleurs? Est-ce que vous considérez que les émissions politiques en France aujourd'hui, on en termine par ça, vous avez 1 minute chacun, sont au niveau
comment peut-on dire, de l'angoisse d'un pays qui cherche un dirigeant. Ils sont au niveau de la politique, de climat politique. Ou est-ce qu'il faut tout changer de la aussi température politique, du climat, du niveau politique, du débat public. Voilà. J'irais même jusqu'à dire, à bon cheptel politique, bon cheptel médiatique, et réciproquement. Tout est dans tout, il y a un ensemble. La France d'aujourd'hui, bon, il ne faut pas exagérer, on n'est pas au fond du précipice, mais la France d'aujourd'hui... Si je vous entends bien, vous considérez que le personnel politique étant médiocre, les émissions politiques sont médiocres. Voilà. Non, mais quand même, voilà. Il y a des limites. Il y a des limites à tout. On parle ici au micro d'une radio dirigée par Étienne Moujotte et interrogée par Guillaume Durand, et c'est Karine Le Marchand, parce qu'il faut dire les noms, c'est Karine Le Marchand qu'on annonce comme animatrice d'un débat politique. Karine Le Marchand qui s'est fait essentiellement remarquer par une bataille publique contre son ex-mari Lilian Thuram. Mais ça, pourquoi pas ? Mais on est dans une folie complète. Que le débat politique français, avec l'état de crise, les questions identitaires qui se posent, qui sont aujourd'hui le centre du débat, c'est la question la plus grave qui est posée à la France depuis X années, et qu'on en aboutisse, qu'une grande télé pense que c'est Karine Le Marchand, qui est parfaitement respectable, sans aucun doute, que c'est Karine Le Marchand qui peut animer les grands débats politiques d'une grande chaîne de télé, on marche totalement sur la tête. On marche sur la tête. Peut-être considère-t-il dans les chaînes, Michel Field sur le service public considère que les émissions vont être entièrement rénovées. Mais ça, c'est autre chose. Non, mais d'accord, mais ils ont tous besoin, peut-être à un moment ou à un autre, de remettre en cause le système. Non, je suis vieux. Je suis pas naïf, je suis vieux. Je suis plus vieux que toi. Oui, d'accord, mais je suis vieux quand même. Nous vivons en démocratie, nous vivons pas dans un régime aristocratique. Alors on peut dire que Radio Classique, par exemple, Tesson écoutera sur M6 les émissions politiques animées par Karine Le Marchand. Je peux être l'exception aristocratique d'un régime. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, on peut rêver, ou bien on peut dire la vérité. Je pense que pour la politique, c'est absolument terrible. Pour les journalistes politiques, comme pour les responsables politiques, comme pour les Français. Et c'est très conservateur ce que je dis, mais je le pense réellement. T'as fait comme moi, je ne sais même pas qui est Karine Le Marchand. Mais moi je sais, c'est très jolie femme par ailleurs. Non mais j'écoute autre chose. C'est quoi d'ailleurs, c'est où ça ? Mon cher Voltaire, retournez à Ferney, ça, pour le week-end. Il est 8h58.